Lisez votre propre constitution. Qu'est-ce qu'elle dit en matière de terre? Qu'est-ce qu'elle dit? Chères auditrices de la radio Bakambi, fidèles à vos, on va dire, à vos supports d'écoute, qu'ils soient sur Internet ou qu'ils soient sur vos Android et vos téléphones portables. Nous sommes en compagnie de M. Kayus Ebelebe, animateur de la radio Bakambi et fondateur. Je suis heureux de vous avoir. Nous aurons aujourd'hui, notre émission sera beaucoup plus basée sur le Congo-Brazzaville. Bien sûr, on essaiera de parler aussi de l'élection présidentielle, mais comme vous savez, l'actualité, c'est l'actualité. Priorité, donner l'actualité. Donc, nous parlerons beaucoup plus de l'accord entre le Rwanda et le Congo. Nos experts qui sont présents, tous les quatre, vont analyser chacun selon leur point de vue, mais aussi selon le courant qu'ils représentent ou ne représentent pas. Nous sommes en compagnie de M. Mawen, qui est toujours à Brazzaville. M. Mawen, bonjour, bonsoir. Bonjour Bakambi Radio, bonjour M. Ebelebe et bonjour tous les co-débatteurs. Je me porte bien mieux qu'avant. Je n'arrête pas de prendre mes doses antipaludiques. J'en suis à la 7e cure. C'est pour vous dire que ça ne veut vraiment pas partir à 100%. Mais peut-être que c'est parti à 90 ou même 95%. En tout cas, merci d'être là parce que je sais que vous êtes au Congo et que vous avez beaucoup de rendez-vous à la fois professionnels et familial. On vous posera quelques questions. J'espère que vous nous direz un peu comment ça se passe au niveau politique. Nous aurons aussi M. Samba Jankoumbi, économiste, résistant. Je le compare souvent un peu à M. Jean Lassalle. Samba Jankoumbi, bonsoir. Bonsoir, M. Ebelebe. Bonsoir, chers co-panélistes de Bakambi Radio. Et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices du média Bakambi Radio. Oui. Très honoré de l'invitation ou de l'émission. Bon, quant à Jean Lassalle, j'ai eu la grâce d'échanger avec lui, et j'en garde, disons-le, un regard mitigé. D'accord. Même si nous sommes de la même logique, mais j'en garde un regard, une analyse mitigée du personnage et de son programme. D'accord. Merci beaucoup. Nous aurons aussi M. Gaïno, qui est lui politologue indépendant. De plus en plus, ceux qui vous écoutent, M. Gaïno, les auditeurs et auditrices, disent que vous avez pris un virage, je ne sais pas si c'est 180 degrés. En tout cas, vous êtes devenu plus opposant que politologue. M. Gaïno, bonsoir. Bonsoir, M. Kayus, bonsoir les auditeurs, bonsoir mes amis co-débatteurs de cette émission. Bien, je pense que si les auditeurs pensent ici, c'est peut-être parce que je fais des analyses qui sont justes, parce qu'un politologue, c'est pas quelqu'un qui vient dire oui, non, mais il analyse les situations. Et tout ce que nous faisons, c'est apporter un point de vue, qui est d'abord le nôtre, et puis on essaie un peu de comparer ce point de vue par rapport au phénomène que l'on connaît, par rapport à tout ce qu'on a déjà vécu, par rapport à notre expérience, et par rapport aussi à ce qui se passe dans d'autres pays. Donc, il faut que nos auditeurs comprennent que les débats que nous organisons sont aussi une source d'information pour eux, parce que nous parlons de tous les sujets qui touchent tous les pays et qui peuvent intéresser les Congolais, parce que on ne peut pas avoir des avis si on ne sait pas ce qui se passe dans le monde. Voilà, donc je pense que la radio Bakambi vous apporte pas mal d'informations à travers les sujets que nous traitons et vous devriez vous en réjouir. Merci beaucoup. En tout cas, vous gardez votre indépendance et vos analyses ne sont pas d'un parti pris. Voilà, tout à fait. Alors, nous aurons aussi un représentant toujours, fidèle à son poste lui aussi, économiste lui aussi, professeur en France, président du PCT France, qui va aussi bientôt subir une transition. Monsieur Ndian, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kayus, bonsoir à tous mes co-débatteurs. Bonsoir surtout à nos chers auditeurs et auditrices de la grande radio Bakambi, première radio du débat sociopolitique congolais à l'étranger de la diaspora. Bonsoir à tous.
Bonsoir. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Je sais que vous avez aussi, comme moi, comme tous, tous occupés, mais vous restez fidèles aux auditeurs et auditrices qui désormais sont habitués à ce rendez-vous hebdomadaire. Vous savez que nous tous, nous parlons actualité et nous allons commenter l'actualité. Évidemment, le sujet qui aujourd'hui crée, mais alors passionne beaucoup les Congolais, tout le monde l'a vu, c'est l'accord entre le Congo et le Rwanda. Je vais essayer de vous passer un extrait de l'interview du Premier ministre sur cette partie-là, et puis on entamera le sujet. Dites-moi si vous l'entendez. Vous l'entendez, hein ? Oui. Visite à Brazzaville de Paul Kagame. 12 000 hectares de terres arables de votre pays vont être cédés pour 25 ans à des fermiers rwandais. Mais est-ce que cela ne risque pas de léser des fermiers congolais ? Il ne s'agit pas de céder des terres à des Rwandais. Il s'agit de créer en terre congolaise une société de droit congolais qui va s'engager dans le travail agricole. Donc, lorsqu'il s'agit de créer des emplois pour accélérer la politique agricole, nous n'avons pas à avoir des inquiétudes pour cela. Alors, vous avez entendu, hein, le Premier ministre répondait à la question du journaliste de RFI. Le Rwanda a signé un accord. Il ne s'agit pas de vendre des terres. On a cédé des terres pour une durée déterminée. Mais quand on regarde le contrat, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous l'avez lu, ce contrat qui circule sur Internet. Moi, j'ai regardé article 16, je pense que c'est en dernière page. L'accord, en tout cas, dit que c'est sur une durée illimitée et il ne pourrait être revu qu'au bout de 10 ans. Moi, je vais commencer par M. Dion. Vous êtes du PCT, vous êtes économiste, professeur d'économie. Vous enseignez aux gens, de veiller au bien qu'ils exploitent. Pensez-vous que l'accord entre le Rwanda et le Congo est un bon accord ? Ou tout simplement, quelle lecture vous en faites-vous en étant à la fois un individu et un membre du PCT ? Merci, M. Caius, de me donner cette opportunité de m'exprimer sur ces sujets qui fait couler beaucoup d'encre, jusqu'à ce que, lors du voyage de son Excellence, le Premier ministre Anatole Collinet Makosso en France et aux États-Unis, il a donné la même interview. Il a donné son point de vue, bien sûr, qui est le point de vue officiel, le point de vue du gouvernement. Bon, moi, je pars du principe que Maluku, site qui a été choisi, fait partie de ce qu'on appelle les zones économiques spéciales. C'est-à-dire que le gouvernement congolais, après avoir fait l'analyse des faiblesses de l'économie congolaise, a estimé depuis quelques années qu'il faut se départir, quitter l'influence pétrolière pour la diversification économique depuis quelques années. Et dans cette optique-là, quelques territoires, quelques sites, Pointe-Noire, Brazzaville, etc., ont été assignés comme zone économique spéciale. Une zone économique spéciale, par définition, c'est une zone, c'est un territoire, c'est un site dans lequel on favorise, on demande à ce que des investisseurs autochtones, nationaux ou étrangers viennent investir en contrepartie de certaines facilités fiscales. Donc, développer cette zone-là économique de façon optimale. Et ceux qui iront s'installer là-bas auront beaucoup d'avantages. Entre autres, les plus importants sont les avantages fiscaux. Un contrat a été signé entre le Congo et le Rwanda. Que ce soit des investisseurs nationaux qui aillent investir dans cette zone économique spéciale qui est Maluku, c'est une bonne chose. Mais si sur le plan national, il n'y en a pas beaucoup, et qu'on en trouve sur le plan international, c'est-à-dire des Africains, mais c'est une très bonne chose parce que c'est ce que recommande l'Union africaine, qui souhaite à ce qu'il puisse avoir un accroissement des investissements intra-africains. Et la ZLECAf, qui est la zone de libre-échange continental africaine, souhaite que l'on puisse avoir un développement du commerce intra-africain. Donc, un pays comme le Rwanda, qui, après avoir fait une analyse de des facilités qu'offre le gouvernement congolais sur cette zone économique spéciale qui est Maluku, souhaite signer un contrat avec le gouvernement congolais sur la valorification de cette zone-là, la mise en place des industries, la mise en place des entreprises pour valoriser. Ce n'est qu'une bonne chose pour moi. Alors, je me permets de rappeler, donnez-moi une minute, de rappeler quand même l'objet de ce contrat pour nos auditeurs et pour ceux qui ne l'ont pas lu. Je l'ai synthétisé en 10 points. Premier point. Vous allez faire les 10 points. Vous pouvez les résumer plus rapidement. Oui, c'est une minute. Donc, tout le contrat là, je l'ai réduit en 10 points. Le contrat porte sur 10 points. Premier point, ça concerne l'agriculture au sens large du terme, notamment la pisciculture, la foresterie, la pêche. Deuxième point, ça porte également sur le développement industriel de la zone économique spéciale Maluku. Troisième point, le développement du tourisme et des loisirs. Quatrième point, le développement de l'économie numérique. Cinquième point, le développement des zones économiques spéciales. Sixième point,
Oui. C'était pour rentrer dans la minute. Donc, quatrièmement, le développement industriel. Et puis, quatrième le point. développement. Deuxièmement, c'est le développement industriel. Donc, premier point, l'agriculture. Deuxième point, le développement industriel. Troisième point, le développement du tourisme et des loisirs. Quatrième point, le développement de l'économie numérique. Développement de l'économie numérique. Cinquième point, le développement des zones économiques spéciales. Sixième point, la promotion de l'immobilier. Septième point, l'exploitation et l'exploration minière. Donc, de nos mines. Huitième point, les infrastructures des transports. Neuvième point, la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. La protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Et le dernier point, chers auditeurs, c'est le renforcement des capacités en planification stratégique et en production statistique. Je reprends, le renforcement des capacités en planification stratégique et en production statistique. Oui. Voilà sur quoi porte... alors, d'un côté, on a parlé du caractère illimité, mais après, c'est circonscrit quand même dans le temps, puisque c'est sur 25 j'ai compris ans. que vous avez cité tous les points. Ma question, elle est, est-ce que pour vous, c'est un bon accord? Est-ce que vous comprenez que les Congolais sont aujourd'hui, se sentent pour beaucoup blessés, humiliés? On a vu un président faire une campagne en promettant qu'il allait créer l'emploi, qu'il allait mettre en valeur les cadres congolais et les cadres et les fils de ce pays. Et là, vous nous citez 10 points où on voit pratiquement que tout va être offert au Rwanda dans tous les secteurs. Et on n'a pas du tout. Est-ce qu'on n'a pas de cadres au Congo qui ont besoin simplement d'être accompagnés par l'État pour... Je comprends votre question, oui, mais c'est une mauvaise compréhension c'est une mauvaise compréhension que les Congolais, et vous aussi peut-être, qui posez la question faite du contenu de ces différents contrats, de cet accord global qui a été signé entre le Rwanda et le Congo. Il n'est pas dit dedans, nulle part, n'est pas dit dedans, je ne rentre pas dans le détail, que voilà, les entreprises rwandaises qui seront installées dans cette zone économique spéciale n'utiliseront que la main-d'œuvre rwandaise, pas du tout. Il y aura un transfert de technologie, il ne s'agit pas de ça. La question c'est, est-ce qu'on a besoin du Rwanda pour investir au Congo? C'est ce que les Congolais posent comme question. Est-ce que nous avons vraiment besoin du Rwanda pour que le Congo se développe? Un pays qui aspire à l'émergence, un pays qui veut se développer dans la diversification économique a besoin de tout type d'investisseurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux. À mon avis, il n'y a aucun mal que les Rwandais, les Gabonais, les Camerounais, les Centrafricains, n'importe qui en Afrique puisse venir investir au Congo. Nous sommes un pays attractif, nous sommes un pays avec beaucoup de potentialités. Il est tout à fait normal que des pays étrangers qui estiment que le climat des affaires est opportun pour venir investir au Congo. Nous le souhaitons vivement. Maintenant, il faut que le gouvernement congolais mette en place un partenariat tel qu'il puisse avoir un transfert de technologie entre ces différentes entreprises qui seront de droit congolais de toute façon, qui seront installées chez nous, transfert de technologie et possibilité de l'employabilité congolaise, c'est-à-dire 60, 70%, je dépends du pourcentage, 70%, 80% du personnel. Je vais revenir vers vous parce que... Et le reste étranger. D'accord. On revient vers vous, on va essayer d'écouter les autres et on va faire un tour de table et puis on revient vers vous. Il n'y a pas de souci. Monsieur Gaïno, non plutôt monsieur Mawel, vous êtes de l'opposition, le parti majoritaire de l'opposition, vous êtes reconnu comme parti leader. Vous, dans l'opposition, est-ce que vous sentez la colère des Congolais qui se sentent pour beaucoup blessés, humiliés et qui ne comprennent pas du tout qu'on ait besoin du Rwanda pour développer le Congo? Et combien les Congolais sont en colère? Ils sont en colère, les Congolais. Ils ne sont pas interviewés par les médias, mais moi qui circule dans la rue, moi qui croise les Congolais au marché, moi qui les croise dans les magasins, je vous dis que les Congolais sont en colère. Et pas seulement les Congolais de Brazzaville, les Congolais d'en face aussi sont en colère. Car figurez-vous qu'à l'heure où nous parlons, nous avons quelque chose comme 8 à 9 000, je crois que c'est 8 000 Rwandais au Congo, oui. 8 000 Rwandais qui sont là et qui attendent la première occasion pour devenir Congolais, pour prendre la nationalité congolaise. Mais lui, il n'en veut pas, hein, le président rwandais n'en veut pas. 8 000, il n'en veut pas. À ces 8 000, il faudra ajouter ce que M. Kagame va nous apporter. Mais une vision géostratégique est la suivante. Maluku est en face de Kinshasa. On est capable d'y installer des canons qui vont être capables de bombarder Kinshasa. Vous pensez que les Congolais ont pris ce risque-là? Vous pensez que les autorités congolaises ils ne sont pas dans le business, ils sont dans cette année? Ce genre de choses ne s'inscrivent pas sur les accords. Ce genre de choses s'analyse
nous analysons de l'UPADES. Nous analysons que installer des Rwandais juste en face de Kinshasa, sachant ce qui se passe déjà à l'est de l'autre côté, eh ben, c'est une façon de mettre la République démocratique du Congo en sandwich et de pouvoir l'agresser quand cela tout de suite plaira à Monsieur Kagame. Vous craignez que le Congo ne soit comme l'Ukraine avec la Russie aujourd'hui? Mais je pense que nous sommes en train de nous diriger vers quelque chose de semblable. N'exagérons pas quand même, M. Mawel. Nous nous dirigeons vers quelque chose d'absolument semblable. Et puis, quand vous nous dites, citez vos 10 points, mais il est de quoi se poser des questions. Moi, je me rappelle bien que l'agriculture était la priorité des priorités, et cela l'a été pendant toute ma scolarité, pendant toutes mes études universitaires, pendant toutes les années où j'ai travaillé. Et je me rappelle de Monsieur Henri Lopez, Premier ministre, qui disait que nous allions bientôt importer de la main-d'œuvre ouvrière agricole. Je me rappelle de Monsieur Sassou Nguesso qui nous disait que l'on aurait l'autosuffisance alimentaire à l'an 2000. Des phrases comme ça se retient, ça ne s'efface pas. Cela voulait dire que nous avions ce qu'il faut pour avancer dans ce domaine. Or, nous nous apercevons aujourd'hui que nous n'avons rien de tout cela. On nous dit tourisme. Quel tourisme à Maluku? Tous les lieux touristiques que nous avions sont devenus des bourbiers. Tous les lieux touristiques que nous avions ont été vandalisés. Alors, c'est Maluku qui viendra réparer tout ce problème-là. On nous parle d'industrie, mais la zone de Maluku, c'était pour installer ces usines. Aucune de ces usines n'a surgi de terre jusqu'aujourd'hui. Il y a une qui est l'année dernière qui a été mise en place. Elle ne fonctionne pas. Vous n'y croyez pas, M. Mawel? Vous ne croyez pas? Est-ce que les Congolais ne sont pas aussi, comme on dit aussi de l'autre côté, donc de côté du pouvoir, un peu réfractaires, boudeurs, toujours à se plaindre? Kagame, beaucoup de Congolais, beaucoup de Congolais ont cité Kagame comme un bel exemple de leadership que les Congolais voulaient avoir. Le voilà qui débarque au Congo, les gens crient au loup. Alors, est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec les Congolais? S'il est leader chez lui, pourquoi pas? En Afrique, un peu. Dans toute l'Afrique, il est devenu leader. Expliquer le leadership d'un pays. Là, on ne parle pas de la personne, mais du pays qui ne produit rien et qui fait tant. Il doit y avoir un problème. Moi, j'ai 2 économistes avec moi là dans cette discussion. Comment on fait pour n'avoir rien, de ne rien produire et être capable de générer du développement? Ça, moi, je ne sais pas le comprendre. D'accord. On va poser la question à M. Sama Jankombi et puis M. Gaïno un peu plus tard. M. Sama Jankombi, vous qui êtes aussi économiste, vous avez lu un peu ce qui se dit, vous avez entendu, vous avez aussi fait vos recherches. Le Rwanda, lui, tout le monde se vante que c'est un pays qui travaille. On découvre que le Financial Times fait une étude et démontre que le Rwanda a complètement falsifié les chiffres sur la pauvreté et sur son développement apparent. Et au niveau des droits de l'homme, il est pratiquement aujourd'hui mis sur les bancs des accusés. Il est aussi critiqué en Angleterre dans un accord avec l'Angleterre sur le rapatriement ou l'expulsion de réfugiés, notamment les hommes simplement vers son pays. Et le Congo dit, moi, ça c'est un bon partenaire, j'en veux. Vous, en tant qu'économiste résistant, est-ce que cet accord pour vous, il vous paraît justifié? Il est bien ou il est critiquable? Bon, moi, j'ose croire que je vais rentrer dans le timing proposé. J'ai entendu le seigneur colonel Makosso se poumoner, se justifier. Je viens d'entendre encore mon panéliste Gabriel Ndion faire de la même chose, mais ça ne m'étonne guère. Quand la question m'a été posée, nous a été proposée, je me suis consacré, il fallait voir ce problème ou cette question en 3 phases. La lecture du côté rwandais, la lecture du côté congolais et au croisement, voir quels étaient les enjeux de ce contrat et était-il possible de stopper leur mise en application. J'ose croire que je ne peux pas tout dire en l'espace d'un temps, mais ce qui est sûr,
quand on dit du côté rwandais, j'aimerais vous faire repartir un peu dans l'histoire. C'est un pays qui a été indépendant depuis 1962. C'est un pays qui est enclavé et qui a une population de 12 152 209 habitants. Sa superficie, elle est de 26 300 et quelques kilomètres carrés. Une densité de 492 de 492 personnes. Pourquoi ces données démographiques? Oui. Et je voudrais juste dire ceci. Avant d'aller signer un contrat de ce genre, et nous, au niveau de la résistance, nous avons fait plus des attaques à gauche et à droite. Dans ce pays, il y a 3 tribus. Il y a les Hutus, qui sont majoritaires, il y a les Tutsis, qui sont minoritaires, et il y a les Tois, qu'on peut appeler chez nous des Pygmées. Vous comprendrez que dans la question du pouvoir à l'indépendance, c'était d'abord le Tutsi qui était au pouvoir. Et en 1973, les militaires Hutus ont fait un coup d'État. Vous allez refaire l'histoire, M. Samaniakoumi, je comprends qu'on va refaire l'histoire, mais si on allait à l'essentiel du débat... Je vous ai bien dit, si on ne refait pas l'histoire, la lecture risque d'être biaisée. Parce que ce que je suis en train d'entendre là, je les ai entendus en son temps quand le sieur ministre de son État, Alain Atipo Akwala, voulait nous faire comprendre la nécessité ou la réalité sur les zones économiques spéciales. Et quand je reviens du côté du Congo, je ne vais pas aller dans le côté démographique, mais je vais aller sur une double lecture. Une lecture du côté de la Constitution. D'abord, une Constitution, je vous avais toujours dit que le sieur Denis Sassou Nguesso n'a jamais respecté une Constitution. Depuis son accession au pouvoir, voilà une preuve, une autre diversion. Pendant qu'il voulait parler qu'on serait un pays émergent en 2025, à l'orée de cette année, il va encore tricher. Il fait une diversion politique. Et nous allons voir du côté maintenant des résultats des différentes politiques. On ne parle ni de session et autres, mais au passage, vous savez que les Rwandais qui sont actuellement au Congo sont des Hutus et qui s'assemblent sur le sol. Monsieur Kagame n'a jamais porté une affection à ses compatriotes. Et quand je reviens de notre côté, du point de vue des différentes politiques agricoles que nous avons connues, de 1968, il y a Didier qui a parlé de l'agriculture prioritaire, l'autosuffisance à l'an 2000, les villages agricoles, tout ça, beaucoup de phraseologie, à la fin, que dalle. Alors, question que je vous pose, M. Samaniakoumi, est-ce que quand vous analysez cet accord-là, c'est sur le temps qu'on veut, est-ce que cet accord-là, pour vous, il a sa place, ou tout simplement vous dites que les Congolais ont des cadres capables, on n'a pas besoin de Congolais, mais on vous répond, on a besoin d'investisseurs. Vous dites quoi? Moi, je voulais faire comprendre que c'est une bombe qu'on se met, une bombe à retardement qu'on se met. Le Congolais a été toujours capable. Et quand vous donnez vos terres à quelqu'un d'autre, au passage, sachez que ce qui se passe aujourd'hui au Sud Kivu ou à Goma, c'était par complaisance de les années 73-74, quand le président Abiyarimana, par affinité avec Mobutu, avait concédé les terres RDC aux citoyens rwandais. Fin vers 20 ou 30 ans après, que sommes-nous devenus? Et n'oubliez pas que ce dernier va dans la stratégie expansionniste, qu'on pourra appeler impérialiste à l'époque, mais expansionniste. D'accord. Et je crains, nous craignons qu'une chose, que cette dimension politique nous a coûté beaucoup, et d'autant plus qu'on n'a même pas eu l'audace de demander l'avis du gouvernement. Les deux se sont entendus, ils ont signé les papiers et ils viennent nous distraire sur la place publique. Ce genre d'accord, le Congo n'a rien obtenu. D'accord. On va écouter M. Gaïno, M. Samaniakoumi.
Merci de votre intervention. Écoutez, M. Gaïno, maintenant vers vous après. M. Gaïno, quand vous faites l'analyse... Oui, d'accord. Quand vous faites l'analyse sur ce qui se passe, on a entendu le PCT, l'UPADS, et puis là, on vient d'entendre M. Diankoumbi. Les Congolais, eux, ils veulent comprendre. Quel est le but de cet accord pour un pays qui... Je vais vous faire écouter tout à l'heure. Je vais vous faire écouter une minute. Je vous fais écouter le Premier ministre et puis vous intervenez sur ce qu'il dit. Le budget 2022 de votre pays a été établi sur la base d'un baril à $50. Mais maintenant qu'il est à $100, qu'est-ce que vous allez faire de ces recettes supplémentaires? Cela a déjà été prévu dans le cadre du programme que nous avons conclu avec le Fonds monétaire international. Comme vous le savez, nous avons bénéficié d'une facilité élargie de crédit. Et selon le mémorandum qui a été signé, en cas d'amélioration de la situation financière, la ressource excédentaire est affectée au refinancement de la dette, la restructuration de la dette, intérieure comme extérieure, et à la gestion du fonds social. Je vous ai fait écouter ça. Vous avez entendu ce que dit le Premier ministre? Ils ont des excédents. Oui, tout Ces excédents, ils vont les utiliser pour payer la dette intérieure et extérieure. Mais ils vont demander de l'argent à Kagame de venir investir au Congo. Il n'y a pas un paradoxe de ne pas prendre un excédent, une partie, pour investir avec des Congolais? Merci, M. Cayus. Vous savez, le sujet sur lequel nous sommes en train de parler est un sujet très profond qui aurait pu susciter une émission entière là-dessus. Pour que nos compatriotes puissent comprendre véritablement les enjeux de cette politique. Parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle les stratégies politiques. Monsieur Mawel l'a plus ou moins effleuré en disant que quel est cet homme politique qui a des ambitions, qui dévale déjà ses ambitions, qui vous dit que je viens pour ça. Pour répondre à la question, moi je suis surpris sur l'interview de monsieur Kouliné Makosso. Il dit que cela a déjà été prévu lorsqu'on lui pose la question sur le prix du baril de pétrole qui augmente. Il dit que cela a déjà été prévu, je ne sais pas par qui, prévu quoi. Lorsqu'ils ont bradé le pétrole, ils ne savaient pas que le prix du baril de pétrole allait augmenter. Alors, quand ils disent cela, j'ai été prévu, ils ont prévu quoi? Monsieur, excusez-moi, mais en règle générale, ça c'est facile. En règle générale, dans un contrat, on peut prévoir une hausse ou une baisse. Ou une baisse. Voilà. Vous savez vous-même comment fonctionnent ces multinationales dans nos pays corrompus, où la règle n'est pas établie et respectée. Alors, M. Dion ne nous fait pas croire que le Congo, quand il brade son pétrole, il voit ce que sera l'évolution du prix du baril en baisse ou en diminution. Parce que ce qu'il veut, c'est l'argent. Qu'on lui donne l'argent, c'est tout. Donc, comme je vous avais dit la dernière fois, tu as vendu ta chemise ou tu vends une terre, comme là nous sommes en train de voir ce problème-là. Parce que j'aurais voulu peut-être vous m'interroger sur l'accord de Kagame que sur c'est l'accord que je voulais vous parler. L'accord avec, j'explique bien qu'ils disent qu'ils ont signé un accord avec un investisseur qui peut être n'importe qui. En l'occurrence là, c'est le Rwanda, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Si on n'a pas un investisseur, c'est qu'on n'a pas l'argent pour investir. Mais à contrario, le Premier ministre fait une interview où il dit nous avons des excédents, nous avons prévu de rembourser la dette. Alors pourquoi vous appelez Kagame si vous avez de l'argent en excédent? Une partie pour la dette. Mais voilà, la contradiction, elle est là. Oui. La contradiction, M. Kayus, vous la montrez déjà. S'ils ont prévu, pourquoi alors faire venir Kagame? Pour quelles raisons? Vous voyez déjà l'escroquerie des gens qui sont aux abois et qui ne savent pas comment on dirige un pays, mais qui sont à la tête d'un pays. Je vais vous prendre comment cet accord que M. Dion essaie de justifier. Mais si vous avez suivi l'interview de M. Nyerassa, que je n'ai pas envie de reprendre ici, il cite même qu'il s'agit là d'une violation, d'une énième violation de la Constitution congolaise. Vous savez, le minier, mais vous savez ce qui se passe en République à l'est de la RDC. Kagame a pris de l'or et du diamant là-bas pour développer son pays. Mais ce n'était pas le Zaïre qui a cédé. C'est pas, si vous voulez, ce rébellion-là. Mais M. Kayus, c'est un problème, je vous dis que, comme disait M. Diankoumbi, qu'en 2 minutes, je ne peux pas vous expliquer cette stratégie. Le Rwanda aujourd'hui a près de 5000 troupes. Il y a près de 5000 troupes rwandaises, notamment en Centrafrique et au Soudan. Vous savez combien coûte une troupe comme ça, là?
d'au moins 1000 personnes à un pays. Mais c'est dans le cas de l'ONU, non, Gaïno. Et c'est financé déjà par l'ONU. C'est pas par le Rwanda. C'est aussi une partie financée lorsqu'il y a l'accord de l'ONU, mais une autre partie est financée par l'État. Et ce qui se passe au Rwanda et ce qui se passe au Centrafrique, comme ce qui va se passer au Congo, c'est pas l'ONU. Pourquoi vous pensez que le Rwanda envisage de faire une guerre au Congo? La politique, c'est d'abord l'art. Tu sais, il y a des gens qui font ce qu'on appelle des études stratégiques, monsieur Ndion. Tout à fait. Et la politique, c'est savoir prévoir à l'avance ce qui peut arriver. Personne ne pouvait s'attendre que Poutine allait attaquer l'Ukraine. Personne. Mais les stratèges savaient déjà que par rapport aux agissements de M. Poutine, il pourra arriver ceci, arriver cela. Je suis d'accord. Voilà. Monsieur Gaïno, je suis d'accord avec vous. Mais moi, je vous dis ceci, monsieur Gaïno. Merci. J'aurais voulu que vous puissiez nuancer votre discours. C'est-à-dire, j'aurais voulu que vous puissiez me dire que les enjeux économiques, un pays ne peut pas seulement se développer avec les forces internes, avec les agences économiques internes au pays. Un pays se développe aussi avec des investissements nationaux et des investissements étrangers. Que ce soit les États-Unis, les premières puissances. Bon, donc, moi attendez, juste une minute, grand frère. Attends d'abord. J'aurais voulu que vous puissiez me dire que les enjeux économiques seront positifs pour nous. Avoir des investisseurs étrangers qui ont des moyens, qui veulent venir investir sur notre territoire, c'est une bonne chose. Création d'emplois, création de richesses, c'est bien. Est-ce que le Rwanda est plus riche que le Congo? Les enjeux, juste un instant, sur le plan économique, aujourd'hui, la croissance économique du Rwanda est supérieure à la croissance économique du Congo. Elle a été dénoncée, elle a été dénoncée par un rapport du Financial Times. Par contre, les richesses... Non, on a dénoncé, ce rapport dénonce et démontre que le Rwanda a menti sur ce rapport économique. Oui, c'est une analyse. Que je peux ou ne pas partager. Les indicateurs sont bons, les indicateurs ne sont pas bons, ils sont faussés, ils ne sont pas faussés. Il y a eu de la tricherie, il n'y a eu pas de la tricherie. On peut en discuter jusqu'à demain soir. Là n'est pas de souci. Moi, la question que je vous pose, vous ne répondez pas à cette question toujours. S'il vous plaît. Non, moi j'aurais voulu que... Mais je vous pose une question, vous ne répondez pas aux questions. Monsieur Ndion, ma question est simple pour tout le monde. Monsieur Caius. Je pose une question, monsieur Gaïno, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je pose une question. Monsieur Ndion, ma question est simple. Est-ce que le Congo est plus riche que le Rwanda? Ou alors le Rwanda, c'est parce qu'il a un bon leadership que le leadership congolais est défaillant et qu'on va chercher Kagame pour lui donner tout ce qu'on lui donnait. Tout ce qu'on lui a donné, c'est pratiquement le pays entre les mains. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est économiquement, on lui a remis l'économie congolaise dans les mains? Je ne suis pas d'accord avec vous. Non. D'abord, monsieur Kaï, j'aimerais rectifier ce que vous dites. Le Congo n'est pas allé chercher monsieur Kagame. Le Congo n'a pas donné tout son territoire au Rwanda. Pas du tout. Monsieur Ndion, autre question. Monsieur Ndion, je pose une question. C'est une île dans laquelle se trouvent aussi les Congolais. S'il vous plaît. Je pensais que c'était à mon tour de parler. Il n'y a pas que le Rwanda. Il y a aussi des entreprises congolaises dedans. Et il y aura aussi des entreprises rwandaises qui viennent s'installer. Mais ce sera des entreprises rwandaises. Article 16, monsieur Ndion, article 16, cet accord a une durée illimitée. Vous voulez que je réagisse? Non, sérieusement. Je vous dis ceci. Il faut expliquer aux Congolais. Comment on peut signer un accord illimité qui ne peut pas être remis en cause avant 10 ans? Mais écoute, un accord reste un accord. Hein. Les deux gouvernements se sont entendus. Des juristes, on a mis en place. Des juristes auraient quand même pu mettre une clause. On a mis en place un comité de pilotage chargé du suivi et de l'évaluation de l'accord chaque année. Sans remettre en cause. De pilotage qui est congolo-rwandais, qui est composé de 6 personnes. Il y a 3 Rwandais et 3 Congolais. Donc, dès lors qu'ils constatent sur la période de 10 ans, dès lors qu'il constate qu'il y a des anomalies, eh bien, il a été mis en place un centre international pour le règlement qui seront relatifs à ces investissements. Dès qu'on constate ça, on peut remettre en cause l'accord. L'accord n'est pas immuable. La durée est illimitée, il n'y a pas de souci. Par contre, sur une durée de 10 ans, s'il y a des anicroches, s'il y a des problèmes, eh bien, l'accord peut être remis en place. Après 10 ans, monsieur Gaïno, c'est pas sur 10 ans, c'est après 10 ans. 10 ans. Oui, je sais. Sur la période de 10 ans, s'il y a un souci, après 10 ans plutôt, s'il y a un souci, on peut remettre en cause l'accord. Pour vous, l'accord, c'est un bon accord. Monsieur Samana Koumi voulait intervenir. Monsieur Samana Koumi était parti sur l'historicité. Moi, je n'ai même pas pu intervenir. Monsieur Kaï, vous m'avez interrogé. On revient vers vous, monsieur Gaïno, s'il vous plaît, excusez-moi, on revient vers vous. Je reviens vers vous, je donne plus de temps. Reviens-vous.
Monsieur Sama Djakombi? Non, donne la parole à M. Gaïno, parce que sinon ça risquerait d'être encore comme d'habitude. Non, comme d'habitude, monsieur Gaïno est très démocrate, hein, il a donné la parole. Je vous pose la question sur M. Sama Djakombi. Non, parce que... Bon, ok, d'accord, on remet ça à M. Gaïno, qui a été interrompu. M. Gaïno, vous avez été interrompu, excusez-moi, c'est moi qui vous ai... Non, mais je suis surpris quand même que M. Ndion puisse, en tant que d'abord économiste et puis intellectuel, raisonner de cette manière-là. Je suis franchement désolé parce que... Il défend sa politique, il défend le parti. Non, mais on ne défend pas maintenant, il ne faut pas défendre pour défendre, il n'a qu'à prendre des accords. Le discours tenu par M. Kagame devant l'Assemblée a été axé sur la sécurité, la paix, l'intégration régionale et l'unité africaine. Voilà les mots-clés qu'on a retenus de ce discours. Alors, lorsqu'on commence par la sécurité, la paix, l'intégration régionale et l'unité africaine, je ne pense pas que c'était le lieu le mieux indiqué pour M. Kagame de venir parler de la sécurité et de la paix au Congo. Posez-vous déjà cette question-là. Et deuxièmement, lorsque le domaine dans lequel est statué cet accord, c'est le minier, le culturel, l'éducatif, l'économie. Et après, on lui concède des terres arables pour la culture des maraîchères. Il y a eu deux mémorandums d'entente. Une convention de concession dans le domaine agricole de 12 000 hectares sur 342 000 km² qu'a le Congo, exploitable dans 3 départements. Et on ne dit pas pourquoi, M. Gaïno, on ne dit pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il va produire localement, vendre localement, ou il va produire comme les Chinois pour envoyer au Rwanda? Rien n'est dit. Ce n'est pas dit. Hein? Voilà, rien n'est dit. Oui. Rien n'est dit. La durée de concession... Comment rien n'est dit? C'est un objet. Monsieur, s'il vous plaît, la durée de concession n'a pas été précisée. La durée de concession n'a pas été précisée. 25 ans. Quand vous voyez que le Congo lui-même... Ça a été précisé. 25 ans, s'il vous plaît, M. Gaïno. M. Gaïno, c'est 25 ans. Pardon. C'est 25 ans. Même un an, aucun pays au monde. Non, mais dis la vérité, c'est sur 25 ans. Non, M. Gaïno, excusez-moi, mais le Sénégal l'a fait avec les Chinois, d'autres pays le font avec les Chinois. Non, ils n'ont pas concédé. Une entreprise, quand elle arrive dans un pays, peut, comme font toutes les entreprises, on peut lui donner une place pour se construire, pour construire ses immeubles, mais la terre ne lui appartient pas, on ne concède pas. Or, que se passe-t-il pour le Congo, par exemple? Vous savez que le Congo lui-même a entre 10 et 12 millions d'hectares arables, dont au moins 5% seulement sont exploités. Donc, ça veut dire que les Congolais sont incapables, mais ce que M. Ndion ignore, c'est que dans sa jeunesse, peut-être il n'a pas tort, le Congo exportait beaucoup de produits agricoles comme le café, comme le riz qui était cultivé à niveau, comme le cacao. Mais qui a mis tout ça, l'OCV, qui a mis tout ça en déroute? C'est bien le PCT qui ne sait pas gérer. Monsieur Ndion, s'il vous plaît, quand on ne sait pas gérer un pays, appliquez au moins les règles même de votre propre constitution. Un tel accord serait passé au moins par... j'allais dire peut-être par un référendum. Et deuxièmement, il faut aussi connaître celui qui est face à vous. Quel est cet homme qui est face à vous? Vous savez vous-même quand il parle de la sécurité, mais qui a l'origine de l'insécurité en RDC, à l'Est? Qui a l'origine? Mais vous savez tout ce qu'il fait. Comme disait M. Mawel, lorsqu'on a des intentions, on ne dévoile pas. Regardez ces pays, ils sont frontaliers de la RDC. Et la RDC, c'est un pays qui est extrêmement riche. De là, M. Kagame a retiré de la richesse pour bâtir son pays. Je ne l'ai pas condamné pour ça parce que nous-mêmes, nous vendons nos richesses aussi. Oui, comme ça, votre... Mais au moins, il faut le faire. Oui, il faut le faire de façon honnête. Et aujourd'hui, ils viennent au Congo-Brazzaville. Et quand vous signez cet accord, ça veut dire que les Congolais, regardez ce qui se passe avec le PCT. Vous êtes allé chercher un Canadien pour diriger le CHU. Le résultat, il est tout. Parce que les Congolais, supposément, sont incapables de diriger le CHU. Aujourd'hui, le chemin de fer est dirigé par des étrangers. Donc, ça veut dire que votre incompétence, vous le mettez sur le dos de tous les Congolais qui sont incapables de diriger le pays. Mais bon sang, M. Ndion, soyez gênés de prendre la parole. Lorsqu'on vous explique ce qui se passe dans ce pays-là, vous avez quand même le courage de défendre un gouvernement incompétent qui justifie son incompétence en tentant d'aller importer des gens à l'extérieur qui vont développer le Congo. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, tu arrives à Brazzaville, il y a les pastèques. Mais les pastèques sont cultivées par
par les Sénégalais et les Maliens. Comme si les Congolais ne peuvent rien faire. Non. Vous avez appauvri les Congolais, vous avez volé la richesse, vous les avez dopés avec de l'alcool, et aujourd'hui vous importez des gens qui vont nous occuper le Congo, qui vont un jour nous massacrer. Et puis, vous avez quand même le courage de dire que, attendez, le domaine minier, quelle est l'entreprise minière? Mais si c'est une entreprise, c'est l'entreprise qui vient qui signe un accord avec le gouvernement congolais. C'est pas l'État, monsieur. Le domaine culturel, le Congo fait vraiment de la culture. Vous croyez? Quels sont? Il n'y a même pas de on va laisser les autres parler, s'il vous plaît aussi. S'il vous plaît, oui, d'accord, mais je finis, mais parce qu'il m'avait interrompu. Oui, vous avez largement rattrapé le temps. Bon. Mais là, je me rattraper quand même. Mais c'est M. Ndio, c'est vous qui avez interrompu, mais laissez-moi vous dire que c'est vous qui m'avez interrompu pour dire n'importe quoi. Et là, je reprends vos propres propos pour vous dire que d'abord, l'éducatif, c'est le PCT qui a détruit l'école, monsieur. Et vous allez faire venir les Rwandais parce que leur école est meilleure, leur éducation est meilleure, mais quand même, et l'économie. Vous savez, mais allez voir plutôt comment ils ont fait et importer la méthode, monsieur Ndio. C'est la méthode qu'on importe. Moi, je vais vous répondre quand même. Je vais vous répondre quand même. Mais non, attendez un peu là. Je crois que là, on est en train d'avoir une sorte de dialogue entre deux personnes de la discussion, mais il me semblait que ce n'était pas ça qu'on recherchait. Ce n'est pas ce dialogue entre deux personnes. C'est lui qui l'a voulu, mais c'est pas moi. Moi, je voulais expliquer la situation, lui, il a voulu amener le dialogue parce qu'il est incapable de supporter les arguments qu'on a. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas les arguments qui manquent. Monsieur Marouel, de parler, vous l'avez interrompu tous les deux. Hein. Nous sommes dans un cas, nous sommes, monsieur Ebelebe, dans un cas où on avait besoin de parler trois minutes chacun. Oui. Et je pense que on est allé largement au-delà. Ok, on est allé largement au-delà et que si le PCT ne peut pas accepter que l'on puisse critiquer ses actions, ah non, pas du tout, pas du tout. Nous le savons de très longue date, mais que l'on arrête la discussion parce que finalement nous ne tirerons pas de conclusion à tout ceci. Il y a des terres congolaises qui ont été bradées sans l'avis du peuple congolais, car il n'y a pas eu de référendum pour rétrocéder, pour concéder plutôt ces terres-là. Ça, c'est une évidence. On n'a pas besoin de faire de longues discussions pour le voir. Nous avons l'expression de l'incompétence et du gouvernement congolais et des experts qui auraient pu agir pour dire qu'est-ce que l'on fait. Cela ne peut pas se discuter non plus. Mais M. Marouel, vous êtes de l'opposition. Est-ce que vous ne pouvez pas attraper le gouvernement à l'Assemblée, l'UPADS? Vous savez comment cela se passe? Mais il n'est pas député, M. Marouel. La première des choses à savoir, c'est que avec le PCT, on ne discute pas. Avec le PCT, on ne pose pas de questions au gouvernement. Moi, j'ai lu l'article 15, M. Marouel. J'ai lu l'article 15. Excusez-moi. J'ai lu l'article 15. L'article 15 dit... Il dit ceci, ce que j'ai compris, le document ne sera validé que lorsqu'il aura pris les comptes, toutes les prérogatives législatives auront été adoptées, ce qui veut dire qu'il sera au Parlement. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Nous avons un Parlement avec 151 députés, dont 90 sont du PCT et on peut encore en rajouter pour avoir toutes les voix. Oui, mais vous pourrez quand même parler. Vous pourrez quand même parler. Malgré cela, vous pourrez parler. On vous a pas accusé. Vous pouvez quand même parler. Non, il ne s'agit pas de cela. Oui. Quand est-ce qu'un débat a été organisé à ce sujet? Aucun. Aucun débat n'a été organisé à ce sujet. Vous en auto-saisir. Aucun débat n'a été organisé à ce sujet. Monsieur Sassou Nguesso a pris sur lui de faire venir de façon tout à fait illégale un président étranger qui parle au Parlement réuni en
comment ça s'appelle encore En congrès. Les deux sont en congrès. Et quand on lit la Constitution, ce cas n'est pas prévu. Donc nous sommes déjà, nous sommes dans un cas qui n'est pas prévu par la Constitution et que M. Sassou a voulu mettre en place et qu'il a mis en place sans chercher à savoir quelle était la constitutionnalité de ce qu'il faisait. Oui, monsieur Mawel, je vais encore, s'il vous plaît, insister. Monsieur Mawel, je vais insister un peu, tout petit peu. L'UPADS a quand même au moins 15 députés. Même ne fût-ce que parler, vous avez ce droit-là. Au moins vous faire écouter, déplorer la manière dont ça a été fait. On a bien vu que Jérémy Lissouba avait intervenu. Vous pouvez encore le faire. Monsieur Ebelebe, oui. Je pense que tout ce que nous disons ici, dès le lendemain, vous le jetez à la poubelle, vous l'oubliez. Non, pas du tout. Moi, je vous rappelle que l'UPADS a dû intervenir pour dire que les questions qui étaient déposées au bureau de l'Assemblée étaient tout de suite balayées par le PCT. Cela ne vous empêche pas, en plein débat, que vous en parliez. C'est cela justement l'empêchement. On vous dépose des questions, vous les écartez toutes. Cela veut dire que vous empêchez les gens de parler. Nous sommes légalistes et nous voulons fonctionner suivant les règles. Mais quand on a déposé des questions et que c'est le bureau de l'Assemblée écarte ces questions, cela veut dire qu'on nous empêche de parler. Et il faut le dire, il faut le reconnaître. Il faut réagir en conséquence. On vit parce que c'est radio-diffusé. Mais nous avons réagi. En pleine séance. Nous n'arrêtons pas de réagir et le PCT n'arrête pas de fermer. On peut poser la question à M. Samadjankoumbi qui vous a laissé. Je peux la voir, M. Samadjankoumbi. Si vous avez terminé, M. Samadjankoumbi. Mais bien sûr. Merci beaucoup. M. Samadjankoumbi, quand j'écoute, excusez-moi, M. Samadjankoumbi, quand on écoute M. Mawel qui dit que l'UPADS essaye de faire son travail sans boycotter, on finit par vous donner raison de dire que pourquoi aller à l'Assemblée, pourquoi participer aux élections si l'opposition n'est pas respectée. C'est un peu ce qu'il nous dit, M. Mawel. Moi, je voulais vous dire ceci. Oui. Pour beaucoup d'entre vous et moi, nous connaissons le Congo tel comment il évolue depuis toujours. Il me semble que si j'étais pessimiste, il y avait lieu de croire que les informations vérifiées que j'ai fait passer dans ce groupe ne semblent pas trouver un écho favorable. Le Congo, au jour d'aujourd'hui, par rapport à ce que nous sommes en train de débattre, j'ai pas envie d'être méchant, disons, les gouvernants n'entendent pas partager la gestion avec les autres. Les gouvernants sont dans une stratégie d'intimidation et d'accaparation de tout le pouvoir. Je reviens par rapport à cette situation. Quand vous rentrez dans une forêt, si le chasseur ne connaît pas bien si le chasseur connaît la forêt, il va amener toute la patrouille en débandade. Et il en sortira le premier. C'est le cas du PCT. Le PCT a toujours fonctionné dans la confusion, dans le désordre, et il veut que tout le monde puisse le suivre. Et quand on le suit, derrière là-bas, le PCT vient jouer sa cartouche parce que c'est comme ça. Pour preuve, depuis quand la constitution du Congo a été respectée par nos amis du PCT. Et nous vous disons, de 68 à maintenant, combien de politiques agricoles, combien de phrases, combien de promesses que le PCT a donné au peuple congolais et le peuple congolais a vu de ses propres yeux. Je ne cesse et je ne cesserai de dire qu'on ne peut pas aller sur la base de la compromission avec le PCT. Le PCT, il faut le contraindre. Et fin de fin, ils vont venir. La preuve, vous voyez qu'au sein même du PCT, les ressources humaines et les compétences n'arrivent plus à parler de la même voix parce qu'ils ont fait de la politique, du travail et non un combat d'idées. Et je répète, qu'on monte, qu'on descende. J'entends bien que le camarade Ndion est en train de se poumonner pour justifier l'injustifiable. Et j'entends bien nos amis de l'UPADS, dont on reviendra un jour, où je vous dirai d'où est parti ce parti et quels sont les enjeux.
retenez par rapport à la gestion du Kagame. Je vous dis, pour faire réussir l'opération du 6 avril 1994, si nous sommes trompons. 6 avril. Il y a 6 avril. À l'époque, déjà, il y a le caractère expansionniste parce qu'il y a un problème de terre. Et pour finir, pour chuter, pour prendre le cas de Gabriel, rappelez-vous de la parole que Museveni avait dit quand ils sont venus dans le stade 20 mai assister à l'investiture de Laurent Désiré Kabila. Le même discours, mais pourtant derrière, ils avaient d'autres idées. Et le Rwanda, c'était un crapaud qui veut se considérer bœuf. Maintenant, c'est à vous, Congolais. Quelle est la réponse qu'on va donner? Est-ce que nous allons suivre la médiocrité ou la tricherie permanente de nos amis du PCD ou on doit s'ouvrir les yeux? Pour nous, pensons qu'il faut ouvrir les yeux. Et ce ne sera pas une bataille d'un jour, de 2 jours, mais c'est une bataille à longue durée. C'est un contrat. Ce sont des contrats qui ont été faits d'une manière illégale, constitutionnellement parlant, et d'autre part, politiquement parlant, dans la gestion, je répète, aucune politique agricole menée par les dirigeants rouges du PCT en 50 ans ou en plus de 50 ans n'a réussi dans ce pays. Nos amis ne veulent pas faire un mea culpa parce qu'ils ont peur que l'histoire les condamne. Merci. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Ndiom, vous avez été beaucoup en tout cas attaqué. Monsieur Ndiom, est-ce que pour vous, enfin pas je dis pas, est-ce que pour vous, quelque part, le PCT, lui, quand il signe cet accord, il veut dire que peut-être qu'au Congo, il ne trouve pas de cadre capable, il ne trouve pas les ressources humaines, il ne retrouve pas les investissements. Le Premier ministre dit le contraire, qu'il y a l'argent, mais il va payer la dette. Les dettes, entre guillemets, intérieures et extérieures. Vous êtes convaincu que cet accord, c'est un bien fondé pour le Congo? Vous êtes convaincu? Alors, oui, c'est-à-dire que, M. Caius, une fois de plus, je me permets juste de rectifier que le PCT n'est pas un parti État depuis la conférence de 1992, ok? Mais malheureusement pour vous, M. Mirassa a fait remarquer que le président du PCT, c'est bien le président du Congo. Le ministre qui signe, c'est un membre du PCT, du comité central, c'est un député. Je suis d'accord, mais c'est pas un parti État, toutefois. Si c'est un parti État, M. Sassou Nguesso, non, pas du PCT. Et pourtant, si. Bien, moi je dis ceci, M. Caius et l'ensemble de nos co-panélistes, je dis ceci. L'un des grands avantages de la radio Bakambi, c'est d'être à la fin de tout débat, qu'il soit contradictoire ou pas, d'être force de proposition. Moi, c'est la partie qui m'intéresse. Le constat, on le fait, les analyses sont faites, mais faisons des propositions, ok? Parce que il n'est pas, moi, c'est ce que j'ai tenté de dire, mais je n'avais pas terminé à M. Gaïno, je disais ceci. Selon moi, dans une vision d'économiste, je dis que les enjeux économiques sont positifs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas refuser des investisseurs étrangers, qu'ils soient intra-africains ou européens, pour venir investir au Congo. On ne peut pas fermer la porte à des investisseurs étrangers. Par contre, évoluer. Par contre, les enjeux politiques et géostratégiques peuvent être discuter, remis en cause, analysé. On dit attention, nous connaissons le personnage, nous connaissons ce que fait le gouvernement. Il a annexé pratiquement toute la partie est de la RDC, exploite les de la RDC, proclame comme si c'était son PIB, comme si c'était sa production nationale, que ce soit sur les mines, que ce soit sur le diamant, que ce soit sur le coltan, que ce soit... Oui, ça on le sait. Est-ce que nous ne pouvons pas réfléchir pour mettre des garde-fous de telle sorte que ce qui s'est passé à l'est de la RDC ne puisse pas se passer entre Kinshasa et Brazzaville, notamment à l'île Maluku. Voilà, moi ce que je voudrais qu'on puisse axer notre analyse prochainement, peut-être pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on tire l'alarme vers le gouvernement congolais pour dire que oui, l'accord a été signé, mais attention, nous connaissons très bien le personnage, comme le disait M. Samba Diakoumbi, sa vision expansionniste est connue. Nous lui avons donné la possibilité de s'exprimer avec le Parlement, réunir au Congrès, mais attention, mettez des garde-fous, de telle sorte que nous ne puissions pas tomber dans les erreurs de la RDC. Voilà. Oui, mais pardon. Je voudrais quand même rappeler à M. Dion que
il y a quelque temps, M. Mirassa dénonçait en disant que le mal du Congo est M. Denis Sassou Nguesso, un homme sous influence, coupable de haute trahison pour brader des ressources du pays à des puissances étrangères. Il y a longtemps, je crois que ça devrait être même dans les années 2014 ou 2012. M. Mirassa l'avait dit. Et vous voyez que essayez parfois, quand vous discutez, de regarder un peu ce qui se passe dans d'autres pays. Lisez votre propre constitution. Qu'est-ce qu'elle dit en matière de terre? Qu'est-ce qu'elle dit en matière des richesses nationales? Qu'est-ce que la constitution congolaise dit? Donc, quand on veut faire des propositions, mais il faut faire des propositions à celui qui veut entendre. Mais lorsque vous croyez que les Congolais sont fainéants, vous croyez que les Congolais sont incapables, donc vous allez chercher... L'Imbam, c'est pas tout le Congo quand même. S'il te plaît. Vous allez chercher... Je finis, parce que là, tu m'interromps. Vous allez chercher les gens à l'étranger pour développer le Congo, mais depuis lors, malheureusement, les gens que vous allez chercher ont plutôt fait du mal au Congo que le développer. Mais il faut quand même tirer des leçons sur ce que vous faites. Parce que moi, quand je lis franchement cet accord-là, mais je me dis, dans aucun pays au monde, le peuple ne serait resté silencieux. Dans aucun pays au monde. Parce que lisez bien la constitution congolaise, qu'est-ce qu'elle dit en matière de terre. Non. Donc, soyez quand même, si on met dans tous les pays du monde entier, on met des règlements, on les respecte au plus haut niveau. Mais vous établissez des règles que vous foulez au pied tout le temps. La Constitution, elle est violée depuis que M. Sassou est là. Vous savez que vous allez répéter la même chose que vous avez dit tout à l'heure au début. Ce que dit M. Mawel, ce n'est pas un débat entre vous deux avec M. Mawel. Oui, ce n'est pas entre vous deux, c'est vraiment édifier les deux. Mais non, mais je suis désolé parce que quand M. Dion parle, vous le laissez parler. Mais moi, je le dis parce que je rappelle à nos auditeurs qui nous écoutent quand même que ce qu'il dit, puisque vous avez laissé M. Dion qui a pris plus de parole sur ce sujet pour défendre le PCT, mais je suis en train de démontrer qu'on va le défendre. Voilà, mais je n'ai pas pris plus du temps que les autres parce que moi, je crois que c'est la deuxième fois que j'interviens là-dessus. D'accord. Bref, alors moi, j'avais une question pour clore ce sujet, s'il vous plaît. J'avais une question à vous poser et c'est l'une des questions. Le Congo a accepté un accord avec Kigali. Quand je lis le contrat, je le lis dans son intégralité, je n'y vois pas une contrepartie. Est-ce que monsieur Dian ou d'autres, vous pensez que le Congo obtient des contreparties sur le territoire rwandais? Non. Monsieur Ebelebe, essayons de faire avancer. S'il vous plaît, est-ce que je peux parler? Allez-y, vous allez me rectifier, allez-y. Le problème, quand on s'est posé le problème, derrière là, on évolue. Je vous avais donné notre lecture à nous, quelle est la lecture de ce contrat du côté rwandais, du côté congolais. Mais moi, je n'ai pas eu de Rwandais pour avoir leur lecture. C'est ce que vous avez fait comme une analyse. Je l'ai lu, mais je n'ai pas eu de Rwandais pour pouvoir confirmer votre lecture. S'il faut vous donner une possibilité de parler avec les opposants rwandais et qui sont à l'extérieur. On ne peut pas parler qu'avec les opposants, on parlera aux sections du pouvoir. Il faut avoir une lecture générale. Mais d'accord. Oui. Vous voulez pas, je vous donnerai la possibilité de parler avec les opposants au système. Maintenant, si vous voulez chercher un volet de ceux qui sont au pouvoir, nous allons trouver des voies et moyens. Généralement, c'est qu'on écoute les deux parties. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est comme dit M. Ndian, qu'on arrive à des propositions. Propositions, par exemple. Non. S'il vous plaît, monsieur. Si vous ne donnez pas la parole, on risquerait d'être encore là, nous. Je voulais vous faire comprendre que dans la structuration de la question, telle que nous l'avons analysée, M. Ndion, quelque part, nous a rejoints. Tout en reconnaissant la fiabilité potentielle des enjeux économiques, lui, il dit qu'il peut y avoir des enjeux politiques tout en connaissant le personnage. En politique, ce qui revient te dire, il peut avoir en son sein, mais tu ne peux pas l'exprimer, il peut avoir en son sein une forme de raisonnement cartésien pour dire non, peut-être que mes co-débatteurs, ils ont une partie de allons vers les potentielles propositions. Et c'est là où je vous avais dit, la question en dernière position, la mise en application de ces
de ces comptes-là. Et je proposerais, il faut d'abord commencer là où nous avons des relations, mais la question ne peut pas être close du jour au lendemain. Oui, d'accord, M. Samana-Koumi, vous comprenez qu'on est une radio et qu'on doit avoir les points de vue de toutes les parties. Alors, pour l'instant, on est entre Congolais. D'accord. Entre Congolais, moi, ce que j'aurais aimé, si je peux parler, s'il vous plaît, excusez-moi, entre Congolais, ce que j'aurais aimé, c'est que vous fassiez des propositions. Moi, j'essaye d'avoir une proposition, mais que je propose à monsieur Mawel, qui est par son parti présent. L'article 15 laisse une ouverture. Ce document ne pourrait être ratifié que si l'ensemble des procédures législatives auront été finalisées. Moi, je comprends un peu, je peux me tromper, mais je comprends qu'il y a encore beaucoup de travail et que le document, même s'il est signé, n'est pas encore applicable dans l'État. Hein. Est-ce que je me trompe quand je lis ce document? Est-ce que vous avez lu le temps de lire le contrat? C'est ça ce que ça veut dire. Nous sommes au Congo. Est-ce que vous avez lu le contrat? Nous sommes au Congo. Oui, monsieur. Nous sommes au Congo, monsieur Ebelebe. Oui. Et quand un tel chiffon a été signé, eh ben, ne vous en faites pas, plus rien ne compte. Oui, mais monsieur, je comprends. Mais c'est un document qui est signé et qui vous dit qu'il y aura encore il y a des étapes à franchir qui ne sont pas franchies. Pour les Congolais qui nous écoutent, nous ne pouvons pas leur dire que le document est déjà en application alors que c'est écrit le contraire sur le document. Soyons. Moi, je vous garantis qu'il va entrer en application sans quoi que ce soit de plus. D'accord. Monsieur Samana, vous voulez dire, je vous écoute. Monsieur Ebelebe, s'il vous plaît. Oui. Pour notre part, s'il faut parler application de ce chiffon, retenez une chose que l'homme et son système ne connaissent pas les intérêts ou l'intérêt général du Congo. Ils ne travaillent pas pour le peuple congolais. Ce qui fait que ça va être une énième entourloupe politico-judiciaire. Et nous proposons, comme l'a dit le Gabriel Dion, nous avons fait une première approche. La seconde approche, c'est distribuer cette émission, qu'on l'écoute partout. Et entre-temps, nous allons étudier la possibilité de faire entendre la possibilité de solution quand il s'agira de la mise en application. D'accord. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous et je propose aussi à M. Mawel. Comme un débat de collégiens. Je soutiens le point de vue de M. Samba Diakoumbi et je propose comme piste de solution également, surtout notre frère M. Mawel, qui est le représentant politique de l'UPADES, quand le document sera mis sur la table du Parlement, notamment dans les deux chambres, eh bien, il faut qu'il réagisse en mettant en place, en proposant, en étant une forme de proposition, en mettant en place des garde-fous pour les différents aspects géostratégiques que nous avons soulevés ici. Mais moi, je pensais que l'opposition devrait se saisir de cette occasion pour saisir la Cour constitutionnelle pour voir Pourquoi pas comment un tel accord peut-il être possible ou pas, je crois. Il y a un texte, il a été signé par deux chefs d'État, donc il pourrait être mis en valeur. Donc c'est à nous, c'est l'opposition d'abord, et en même temps ceux qui sont de la résistance, de saisir le Conseil constitutionnel. Et c'est maintenant il faut le faire. Je vous remercie beaucoup. C'est ce que je disais. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup. On espère que ça se passera comme ça et que tout le monde pourra y voir un peu plus clair. Si jamais, comme dit M. Mawel et dit M. Gaïno, M. Sama Diakoumbi, on respecte la Constitution. Mais moi, j'ai une petite remarque à faire et vous m'excuserez, je suis peut-être le moins informé et le moins placé pour le dire, mais j'ai l'impression que là encore, l'opposition et les résistants et toutes les forces d'opposition congolaise, depuis 40 ans, sous-estiment un peu le PCT et que le PCT impose son rythme depuis 40 ans quand même. Hein. J'ai l'impression que... Non, non. Quand même. Monsieur Ebelebe. J'ai mon sentiment à moi. Non, monsieur Ebelebe. Oui. Monsieur Ebelebe. Oui, monsieur. Je crois qu'il y a une phrase qui est sortie de M. Gaïno. Il dit que maintenant que nous commençons à nous comprendre, je vous annonce que je serai fait indisponible à l'heure de l'émission programmée pour hier. Ce qui revient à dire, il ne faut pas uniquement toutefois s'arrêter dans le verre, le côté demi-vide. Le combat que nous menons pour remettre le Congo sur pied, c'est un combat de longue haleine. Au départ, nous n'avons pas eu la possibilité d'avoir des débats contradictoires comme celui-ci, mais ce qui est sûr, je vous prends le cas, je n'ai peut-être pas d'affinité particulière avec le sieur Premier ministre du Congo,
Mais nous savons une chose, que lui et moi, nous avons fait les mêmes, nous sommes passés à la même école primaire politique. D'accord, excusez-moi, oui. Je vais finir. Oui. Et à cette école primaire politique, on nous apprend souvent à voir et à étudier ce que l'adversaire propose. Quand vous entendez ce dernier parler, vous le voyez bien qu'il est à l'affût des nouvelles de ce qui se dit sur la toile à l'extérieur. Et après, il donne une contre-attaque. La preuve, pas plus tard, quand nous avons eu un débat contradictoire sur la situation des étudiants congolais qui avaient fini avec la guerre de l'Ukraine, nous avons débattu et ce débat a fait de telle sorte que Paris puisse, sur l'instruction du Premier ministre, que Paris puisse dépêcher une délégation au niveau de la frontière. C'était pas ma question, monsieur. C'était pas ce que je disais. Hein. Moi, ce que je dis, vous avez qualifié de chiffon le contrat qui a été signé par le Congo. Moi, je vous dis que ça fait 40 ans que le PCT... Excusez-moi, si je peux finir. Le PCT, ça fait 40 ans qu'il est au pouvoir. Il faudrait qu'en face, il ait des forces d'opposition qui puissent aussi avoir du répondant. Est-ce que ce n'est pas ça aussi le problème? Parce que le peuple compte beaucoup sur l'opposition, mais l'opposition continue à critiquer, et le PCT reste au pouvoir. C'est ça un peu que moi je comprends. Excusez-moi, c'est une remarque. Elle peut être mal perçue.